Merci. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Gilles Reynaud. J'ai été invité dans le cadre de l'association Ma Zone Contrôlée. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi nous avons créé un collectif de salariés statutaires et de salariés de la sous-traitance. Vous expliquer pourquoi aujourd'hui, au bout de 10 ans d'existence de notre association, nous posons un petit peu notre pierre à l'édifice, puisque la sous-traitance aujourd'hui est un vrai sujet au sein de la filière nucléaire. On sera tous d'accord ici, je pense, pour dire qu'il faut que les installations soient en état de fonctionnement, mais il faut aussi que les hommes et les femmes qui y travaillent soient un minimum respectés. Donc je fais souvent un parallèle entre la situation que l'on peut connaître et qu'il y a dans les médias, je dirais, la situation dans les hôpitaux, les services de santé, et la situation au niveau des EHPAD. Donc là, c'est vrai qu'on a des patients, on a des personnes en face de nous, les infirmières, les aides-soignantes, des fois soignent nos grands-parents, et puis on voit des fois des situations où ces personnes n'ont pas les moyens de faire leur travail correctement, et surtout vis-à-vis de personnes âgées du monde. Et donc nous, dans le nucléaire, on est un petit peu dans cette situation aujourd'hui, malheureusement. Parce que la sous-traitance, elle se développe de plus en plus. Et elle a commencé dans les années 90. Et aujourd'hui, plus de 80% des activités sont sous-traitées au sein de toute la filière nucléaire. Donc ça fait quand même pas mal de métiers qui sont, on va dire, donnés à des entreprises extérieures. Et aussi, je vous expliquerai les différents statuts qu'il peut y avoir, entre guillemets, les conventions collectives, et qui encouragent cette mise en concurrence pour une mondialisation qui aujourd'hui nous fait craindre le pire. Donc on existe via l'internet, on a un site internet, donc zonecontrolée.com, une page Facebook. L'idée de l'association, c'était de mettre en relation, de donner la parole aux travailleurs du nucléaire, aux gens qui travaillent dans la pétrochimie, toutes les industries à risque. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que là aussi, les exploitants, les entreprises sont là pour faire du fric, et ça se fait très souvent là, au détriment de conditions de travail. Et dans des industries comme celle-ci, ça peut avoir de graves conséquences pour nous tous ici. Donc pour moi qui suis en première ligne, je dirais, avec mes collègues sur les installations, et puis nos familles qui sont très souvent pas très loin des installations où nous travaillons. Donc il y a des petits flyers aussi qui sont sur la table là, donc s'il y en a qui veulent prendre, n'hésitez pas, ça nous aide à nous faire connaître, et puis surtout que les travailleurs invisibles aujourd'hui, on devient plus visibles que ceux que nous sommes actuellement. Donc le parc nucléaire français, 19 centrales EDF. Donc moi je viens oui j'ai pas dit, j'ai 52 ans, et ça fait 32 ans que je travaille dans la filière nucléaire. Je travaille sur le site du Tricastin, au sud. Et donc pendant ces 32 ans d'activité professionnelle, j'ai travaillé sur EDF, j'ai travaillé au CEA et j'ai travaillé sur le site Areva, aujourd'hui Orano. On a changé le nom l'an dernier, on a refait la peinture, mais les problèmes sont exactement les mêmes. Donc on voit bien que le territoire français vient fournir en termes de nucléaire. On est le premier pays le plus nucléarisé du monde par rapport à la population. Donc, je viens donc du Tricastin, c'est le département de la Drôme. Le département de la Drôme, c'est le département nucléaire où il y a le plus de nucléaire en France. C'est aussi le premier département d'agriculture biologique. On a deux extrêmes. Le plus de nucléaire et le premier département d'agriculture biologique. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, le nucléaire, vous savez, ça pose beaucoup de questions. Ici, il y a les sujets des déchets avec l'Andra, le projet de CIGEO, BUR. Voilà, BUR sous l'aile. Donc, j'ai si j'ai bien compris, c'est Fessenheim ici le plus près, Cattenom, c'est ça? La centrale la plus proche, Cattenom. Voilà. Donc, Cattenom aussi, bon, c'est frontalier avec le Luxembourg. Le site tout au nord, Gravelines, donc c'est le plus gros site de France, il y a 6 tranches de réacteurs. Donc là aussi, pas mal de personnel qui intervient au quotidien pour
faire de la maintenance, pour produire du courant électrique. On a bien évidemment, avec le nucléaire, une activité militaire. Donc, Toulon, par exemple, au sud, le Charles de Gaulle, donc ce sont c'est un navire qui est avec un réacteur nucléaire pour le propulser. Et puis tout ce qui est les sous-marins, lanceurs d'engins ou aussi à propulsion nucléaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on a le site de Lague, à côté, donc au nord, là, où on va le site Orano, où on retraite une grande partie des déchets, des assemblages combustibles utilisés sur le parc nucléaire EDF et aussi d'autres exploitants au niveau mondial. Donc ça arrive par bateau et puis on va retraiter ces assemblages combustibles. Rappelez-vous, pour ceux qui en 86, à Tchernobyl, il y avait des douaniers heureusement à la frontière à l'époque, qui ont dit le nuage, il ne faut pas passer. Voilà. On sait aujourd'hui malheureusement que ce nuage a bien traversé le territoire et qu'il a pollué certaines régions et que derrière aussi on a eu des personnes qui ont développé des pathologies graves. Donc le nucléaire n'est pas une industrie lambda et puis aussi avec les déchets, donc bien évidemment, qui est un sujet important. Vous allez le voir un petit peu plus tard, parce que nous commençons à faire de plus en plus de démantèlement, à déconstruire. Donc dans la mesure où on déconstruit des installations, on génère des déchets. Et donc il faut qu'on ait aussi des parcs d'entreposage suffisamment grands pour recevoir, on va dire, ces déchets. Après, pour CIGEO, est-ce qu'il faut enfouir à 500 mètres sous terre ou éventuellement stocker en surface pour avoir un œil sur le truc? Voilà. Moi j'ai mon opinion, je dirais qu'il vaut peut-être mieux regarder en surface l'évolution, comment ça peut éventuellement se dégrader ou pas, que de l'avoir au fond de 500 mètres sous terre, et puis on ne sait pas s'il y a des fuites, des nappes phréatiques. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste, je suis pas un géologue. Moi je travaille dans la filière depuis 32 ans, et mon activité aujourd'hui c'est justement de préparer des activités de démantèlement, faire de la gestion des déchets, parce que tout ça aujourd'hui les exploitants ne le font plus, ils le font faire à d'autres. Parce que depuis les années 90, à force de sous-traiter, ils ne savent plus faire. Par contre, ils nous surveillent. Par contre, ils ont un impératif, les exploitants, c'est de surveiller les activités qu'ils ont sous-traitées. Alors j'imagine que vous, dans vos activités professionnelles, si on doit vous surveiller, vous apprécieriez que la personne ait déjà fait votre métier. C'est la moindre des choses, non? Pouvoir vous dire à un moment donné, si vous faites une erreur, tapez sur l'épaule, dire non, c'est pas comme ça qu'il faut. Puis tu prends mal, c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, la situation sur le parc EDF, malheureusement, est un petit peu côté Orano et CEA, c'est que les surveillants, les chargés de surveillance, n'ont jamais exercé le métier. Ils ont une relation avec les entreprises extérieures de flicage. C'est-à-dire, vu que c'est une relation commerciale que nous avons entre un donneur d'ordre et une entreprise extérieure, un marché purement économique, l'objectif du donneur d'ordre, c'est de mettre des pénalités à l'entreprise extérieure pour lui dire, quand elle va chercher le chèque de sa prestation, lui dire hop, venez voir, on vous a pris à défaut tel jour, à tel endroit, on a remarqué ça, hop, et je vous défale tout le temps X euros sur le montant de la prestation. Donc ce système est d'une perversité considérable. Parce que moi, quand j'ai démarré à 32 ans, il y avait des gens statutaires beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis quand on faisait des bêtises, ça nous arrivait parce qu'on n'est que des hommes. Quand on ne savait pas quelque chose, on pouvait aller voir le donneur d'ordre et lui demander des renseignements. Complète un petit peu pour qu'on fasse notre travail dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est malheureusement plus le cas. Et ça aussi, les copains, quand ils sont sur le site nucléaire, des fois, ils font une bêtise, ça peut arriver, parce que voilà, on n'est que des hommes. Et bien ils regardent si personne les a vus, si le surveillant il n'est pas là, et puis si le surveillant il n'est pas là, ils vont dire rien. Et puis quand on va remettre l'installation en fonctionnement, on va se rendre compte qu'il y a une chute, qu'il y a un bruit anormal.
qu'il faut la arrêter pour refaire l'activité. Donc cette situation, cette relation donneur d'ordre, entreprise extérieure purement économique, a atteint son niveau de perversité aujourd'hui, et il faut qu'on fasse très attention à tout ça. Je viens de Rosaire, enfin la Drôme, on fait du Liga chez nous, on fait du Nord. Et le nucléaire, ce n'est pas des usines à Liga. Donc les gens qui travaillent, il faut arrêter peut-être à un moment donné de les mettre en concurrence en permanence et de dire qu'il faut faire du fric à tout prix. D'accord. Qu'est-ce que je peux rajouter? Région parisienne, Nogent-sur-Seine, des réacteurs, et aussi en région parisienne, donc il y a des sites du CEA, Saclay entre autres, où c'était beaucoup des activités militaires. Le site de Cadarache, tout au sud, là, au-dessus de Toulon, en ce moment il y a un gros chantier pharaonique, le chantier ITER. Ce que nous savons sur ce chantier, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de travailleurs détachés qui interviennent et qu'il y a des choses qui se passent qui sont farfelues. On sait qu'à la fin du mois, il y a une personne qui se balade avec une mallette, avec de l'argent en espèces et qui paye de la main à la main les gens. Alors on est en France, il y a le SMIC, ces gens ne sont pas payés au SMIC, ils ne cotisent pas donc, pour nos caisses de sécurité sociale, pour les retraites, les accidents du travail, les maladies professionnelles. Donc voilà, il se passe des choses comme ça aujourd'hui sur des chantiers qui se veulent un petit peu des jolies vitrines à la vue du monde extérieur. On avait eu aussi l'exemple pour le chantier de l'EPR de Flamanville, une Bouygues utilisait 800 ressortissants de l'Union européenne des pays de l'Est, et puis l'agence était immatriculée, enfin ils étaient déclarés à Chypre. Chypre, c'est le paradis fiscal. Et donc ces gens, ils sont, comment dire, esclaves de l'employeur sans scrupule. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, les travailleurs détachés aujourd'hui sont pour une grande partie sur des travaux neufs pour l'instant. Ils construisent tout ce qui est génie civil. Mais notre crainte, c'est qu'à un moment donné, on leur ouvre les portes des activités, par exemple, de démantèlement. Il est facile à comprendre que pour un travailleur français payé au SMIC à 1 200 €, on peut avoir 3 ou 4 bulgares. Donc, par contre, est-ce que le bulgare, il va voir une culture de respect de l'environnement, une culture sécurité, sûreté, comme nous pouvons l'avoir, parce que nous habitons, j'insiste, pas très loin des installations, on a nos familles, voilà. Ça nous interroge. Que ce dumping se généralise et qui nous conduise à des pépins et puis surtout à une industrie low cost. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, pourquoi la sous-traitance? Voilà. La sous-traitance permet aux donneurs d'ordre de se servir d'une entreprise en termes de variables d'ajustement. Les exploitants nucléaires, peut-être aussi le savoir, EDF, Orano et CEA sont dans le rouge financièrement. L'État, l'an dernier, a réinjecté 9 milliards. 5 milliards pour EDF, 4 milliards à Orano. C'est un gros impôt, et les miens. Donc, dans la mesure où ils sont engagés aussi dans des projets, là par exemple EDF va construire des EPR en Angleterre, le projet Hinkley Point, qui aujourd'hui vacille un petit peu, puisque le japonais, là, Hitachi, je crois, se retire de ce projet. Il devait injecter de l'argent et puis en fait il ne va pas les mettre. Donc est-ce que EDF va assumer toute cette responsabilité financière? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ce qui est certain, votre facture d'électricité EDF va augmenter. Ça me réjouit. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une industrie nucléaire pour faire du courant électrique. Il y a d'autres choses qui existent. Des alternatives à tout ça. C'est vrai qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton là, ce soir et puis tout arrêter le nucléaire parce que voilà, on se retrouverait en situation de blackout. Mais on peut le préparer, l'anticiper, le planifier. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit de dire la filière nucléaire aujourd'hui, elle est
elle est mal en point, c'est dangereux pour les travailleurs, parce qu'on est en première ligne, et puis peut-être aussi à un moment donné pour les populations. Et aussi avec tout ce que cela génère en termes de déchets et les problèmes qu'il peut y avoir après sur les territoires. Donc tout ça, c'est des discussions et des réflexions qu'il faut que l'on ait les uns et les autres. Parce que si un jour on nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait, on continue, on arrête, il faudra comment dire, se positionner avec tous ces éléments en connaissance. Donc la sous-traitance. Donc aujourd'hui, la filière nucléaire, c'est la troisième industrie en termes d'emploi au niveau national. La première, c'est l'automobile, la deuxième, l'aéronautique. Et dans la filière nucléaire, donc, il y a aujourd'hui 220 000 salariés. Sur ces 220 000 salariés, il y en a 160 000 qui sont d'entreprises extérieures. Donc, il y a 60 000 salariés statutaires. Il y a 2600 entreprises extérieures qui travaillent dans la filière nucléaire, des grands groupes, on va dire Bouygues, Vinci, Richebourg, Honnête. Tous ces gens-là sont dans la filière nucléaire alors qu'ils ont des activités annexes et ce ne sont pas des philanthropes ces gens-là. Ils sont là pour faire du fric. Donc sur ces 2600 entreprises, il y en a 500 qui sont des structures importantes. Et quand je dis important, c'est qu'elles sont en capacité d'avoir des élus dans l'entreprise, des délégués du personnel, des CHSCT, même si tout ça, ça va disparaître très prochainement. Mais au moins, il y a une représentation syndicale, entre guillemets, et de défense des travailleurs. Et tout le reste, ce sont des petites structures. Et donc, les gens sont livrés quand ils ont des problèmes, ils sont isolés. Donc 110 000 de chiffres à côté, donc c'est pour le grand carénage. Vous avez peut-être entendu parler que EDF envisage de prolonger la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans. Aujourd'hui, en 2019, le site de Tricastin va atteindre 40 ans d'exploitation. Initialement, quand on a construit l'installation, on a dit à 40 ans, on s'arrêtera. EDF, vous l'avez compris, est en grande difficulté économique, donc il a tout intérêt à ce qu'on continue à exploiter ces installations vieillissantes, pour justement engranger de l'argent. Grâce à vous et moi, parce que quand on arrive à la maison, on a du courant électrique. Donc le grand carénage, ça va être de se mettre aux normes post-Fukushima, l'accident qu'il y a eu à Fukushima, donc de se mettre aux normes antisismiques, entre autres. Et il y a 5 fois plus d'activités que ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous avons pu faire. 5 fois plus de travail. Donc on se pose des questions de savoir qui c'est qui va faire le travail, à qui on va faire appel. Parce que vous allez voir que on a de gros problèmes de recrutement. On n'arrive pas à trouver des gens qui veulent venir dans cette filière. Parce qu'à un moment donné, dans les écoles aujourd'hui, l'ingénieur par exemple, ils veulent s'orienter dans les énergies renouvelables. Ils voient que le nucléaire, c'est une industrie qui arrive un petit peu en fin de cycle. Donc ils préfèrent avoir une autre approche avec le monde du travail, avec une relation aussi. Le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur Qu'est-ce que c'est du bien-être au travail? Voilà. Donc il y a ces interrogations, et aujourd'hui le nucléaire a du mal à recruter. Mais on doit normalement créer 110 000 emplois pour réaliser tous ces grands travaux. Et donc là, ça va concerner 8 sites, dont le site du Tricastin, sur lequel je vais des fois travailler. Alors, grand carénage, jeu de mots, nous disons nous que ça va être un grand carnage social. Avec les lois Macron, les lois El Khomri, tous ces trucs-là, ça va être un grand carnage. Et ça nous fait froid dans le dos, et surtout, c'est que on sait que derrière, il ne peut y avoir que des problèmes de sécurité et des problèmes de sûreté. Donc on veut un petit peu alerter sur cette situation qui nous paraît pas moindre. Donc il y a 2 catégories de travailleurs dans le nucléaire.
Donc on dit que ce sont des DATR directement affectés à travailler sur également, DATR, et deux catégories qui sont autorisées à prendre de la dose, où la radioactivité, on va dire, va traverser le corps. Et donc une catégorie A qui est limitée à 20 millisieverts sur l'année, sur 12 mois 800, et une catégorie B, 6 millisieverts par an, toujours sur 12 mois 800. Je m'explique. Les catégories A, donc les points chauds, là où il y a le plus de radioactivité, c'est sur les sites EDF. C'est là où, dans la mesure où on a des cuves de réacteurs qui ont produit de l'énergie, on a activé les matériaux qui entourent, le circuit primaire entre autres, et donc tout ça est radioactif. Donc c'est une source qui va rayonner et qui donc va forcément, à un moment donné, vous traverser le corps. La catégorie B, donc 6 millisieverts, c'est beaucoup de collègues comme moi qui travaillons sur les sites du CEA ou de Orano, où il y a beaucoup moins de sources chaudes, mais le problème est de la contamination. La contamination, pour imaginer un petit peu, c'est de la poussière qu'il faut l'avoir sur une table. Donc tant qu'on ne la touche pas, on va dire il n'y a pas de problème. Sauf que je peux très bien me déplacer à côté, je peux la mettre en suspension, la mettre dans l'air. Et bien évidemment, si je n'ai pas une protection des voies respiratoires, je ne peux que l'ingérer. Et après, cette radioactivité va sur un organe, et puis avec le rayonnement va altérer mon ADN par exemple, et développer un problème de santé. Donc on sait aussi que le rayonnement, une fois qu'il a traversé le corps, quand on fait des radiographies, quand on fait des scanners, on prend de la dose, et tout ça, oui, ça aussi, ça dégrade notre ADN. Et donc, on a intérêt à ce qu'il se répare comme il faut, pour éviter que derrière, on ait une mauvaise réparation qui va faire derrière le cancer. Donc, je l'ai dit aussi tout à l'heure, donc plus de 80% des activités sont sous-traitées sur le parc nucléaire. Les contrats sont de 3 ans à 6 ans, renouvelables. Il y a un appel d'offres, et puis si l'entreprise est content de son travail, surtout du montant de la prestation qu'elle demande à l'exploitant, ils vont être reconduits. Donc moi je suis en CDI, je suis embauché, mais donc je suis un travailleur précaire, puisque nous pouvons perdre le contrat au fil des ans. Donc la garantie de l'emploi, oui, je pense que dans le nucléaire, il va y avoir des années encore où on aura besoin de personnel pour continuer à faire un petit peu de courant électrique, et puis surtout à un moment donné de démonter, de démanteler. Donc contrat de 3 à 6 ans. Les critères des appels d'offres, donc bien évidemment les centrales d'achat, regardent le chiffre du bas. Et dans 80% des cas, ça va être le moins-disant social qui va remporter l'activité. Donc là aussi, il faut comprendre que quand c'est le moins-disant social, ça se répercute sur les conditions de travail, sur les conditions d'intervention, et à partir de là, on commence à jouer avec le feu. Les critères des appels d'offres, c'est aussi, le patronat est bien organisé, puisqu'ils savent qu'ils sont, ils sont qualifiés par rapport au nombre d'accidents qu'ils vont déclarer, le nombre d'accidents du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ne déclarent plus. Ils ne les déclarent plus. Quand il y a un accident du travail, on va vers la personne, et puis on dit, on ne déclare pas, on va te proposer un poste aménagé, tu vas continuer à venir travailler, même si tu as le pied dans le plâtre. On fera venir un taxi chez toi, tu viendras au travail, si tu ne peux plus aller travailler là-bas, c'est pas grave, tu viendras classer des dossiers. Donc aujourd'hui, c'est de la fraude organisée, tout ça. La fraude. Parce que si les copains ils se font mal au travail, c'est pas sur le stade de foot, c'est pas à la maison, en bricolant. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que tous les accidents du travail soient déclarés à la CPAM, que justement, les métiers qui sont dangereux, les métiers à risque, on les ait identifiés, et que les entreprises et les employeurs, les industries à risque, participent. Parce que quand on est en accident du travail ou en maladie professionnelle, c'est pas la même chose. Oui. C'est quel type d'accident je peux survenir?
Alors, type d'accident, ben, une chute de plein pied. Je vais tomber, je vais me fouler le poignet, donc je vais avoir un plâtre. Donc je ne peux pas travailler en zone nucléaire. Et bien, on va proposer aux salariés, on va dire, si mais tu viens travailler, on ne déclare pas l'accident, tu viendras et puis tu vas faire de l'archivage. Donc ça aussi, c'est le métier de l'administratif, on va dire, ça s'apprend. On ne peut pas taper sur un ordinateur. Enfin, voilà, donc aujourd'hui, l'idée du patronat, c'est, puisque nos appels d'offres sont soumis à ce critère de taux d'accidentologie, on n'en déclare plus, donc comme ça. Et surtout, on ne déclare pas les contaminations internes. Contamination interne, c'est quand quelqu'un a ingéré des particules radioactives dans le corps. Le problème, c'est que pour les éliminer du corps, ça va demander beaucoup de temps, et puis surtout, c'est qu'une fois que c'est dans le corps, ça a le temps de faire des dommages. Et on aura un problème de santé dilué dans 10-15 ans plus tard. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces accidents, en fait, ces contaminations internes, soient toutes déclarées en accident de travail. Même si on est inférieur aux 20 millisieverts, même si on est inférieur à 6 millisieverts, toute petite dose, c'est déclaré, parce que si le copain il a un cancer du poumon, du cerveau ou du foie dans 15 ans, on pourra dire, dans son dossier, là, il a été contaminé un jour interne sur tel site, et c'est plus une maladie lambda qu'il a, c'est une maladie professionnelle. Alors bien sûr, une fois que l'entreprise a obtenu le marché, les centrales d'achat n'hésitent pas à dire vous faites une histoire. C'est la période de solde en ce moment. C'est le quotidien de toutes les entreprises. EDF, le CEA et Orano disent à l'entreprise qui prend l'activité vous pouvez nous faire encore 10% de l'histoire. Des Vinci, des Bouygues peuvent se permettre de faire des ristournes de la sorte, puisqu'ils ont de bonnes activités, on va dire, ils peuvent engranger un petit peu plus, faire quelques concessions. Donc voilà, ça aussi, c'est des marchands de tapis, quoi. C'est pas acceptable. Donc, les conventions collectives, dans la mesure où il n'y a pas une convention collective spécifique pour les travailleurs du nucléaire aujourd'hui, et que c'est la jungle, vous avez des conventions collectives du nettoyage. Dans le nucléaire, nous faisons de l'assainissement. C'est pas du tout le même métier. Ou de la décontamination. Ici, si la salle est nettoyée, on va faire venir un homme ou une femme pour nettoyer. Nous, quand on va nettoyer un local nucléaire, ça s'appelle de l'assainissement ou de la décontamination, et le métier n'est pas du tout le même. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Donc nous ne comprenons pas pourquoi des entreprises appliquent cette convention collective qui cadre donc bien évidemment le salaire et tout ce qui est à côté. D'accord ? On a la convention collective Syntec. Syntec, ce sont les bureaux d'études et les ingénieurs. Il en faut, mais il ne faut pas que ça. Au sein du parc nucléaire, il y a des intervenants, il y a des chefs d'équipe, et puis très souvent, les ingénieurs et les bureaux d'études ne travaillent pas la nuit, pas le week-end, pas les jours fériés. Pour beaucoup de mes collègues, ils travaillent le week-end, la nuit et les jours fériés. Et donc après, c'est au bon vouloir de l'employeur de donner des majorations par rapport à le travail du week-end. Le dimanche, je ne sais pas vous, mais on apprécie d'être en famille ou au bord d'un stade ou sur un stade à faire une activité sportive. Si on va travailler, il faut quand même donner un retour sur le travail qu'on fournit, qui est une compensation financière. Et donc aujourd'hui, la convention collective Syntec, elle est 30% moins chère de celles qui peuvent exister, la métallurgie, le BTP, et donc les exploitants nucléaires choisissent les entreprises qui appliquent cette convention collective, parce qu'elle est 30% moins chère. Et donc les copains qui travaillent le week-end, ils gagnent plus autant d'argent que ce qu'ils pouvaient avoir par le passé. Un exemple, et pour finir avec cet exemple, Société Poly-Nord Sud, convention collective de la métallurgie, ils perdent le marché, ils sont repris par une société qui s'appelle Techman, qui connaissent, ils passent à la convention collective Syntec. Mes copains et mes copines qui travaillent dans cette entreprise ont perdu entre 300 à 600 euros de pouvoir d'achat par an, alors qu'ils font exactement le même métier. Et aujourd'hui, avec plus de contraintes, parce que
il y a une exigence supplémentaire qui sont venus se greffer. Donc voilà. Et je trouve ça inacceptable que, que ces personnes voilà, ont perdu 300 à 600 euros de pouvoir d'achat. Pour le même métier, alors ça fait les beaux jours, on va dire des donneurs d'ordre et puis des entreprises qui pratiquent ça. Quoi. Donc c'est de l'esclavage moderne. Donc les salaires, voilà, vous avez compris. Et dans le nucléaire, bien évidemment, il y a plusieurs primes. En fonction des activités que nous faisons, en fonction d'une incommodité, c'est-à-dire d'un risque spécifique, on va avoir un équipement pour se protéger de ce risque. Et donc ça fait l'objet, si vous voulez, d'une rémunération, d'une prime. Les primes, attention, quand on est malade, quand on est en vacances, quand on sera à la retraite, c'est pas pris en considération tout ça, les primes. Ce sont des éléments variables. Et les primes représentent à peu près 40% du salaire d'un travailleur du nucléaire. Donc les salaires, les taux horaires, c'est très souvent à hauteur du SMIC, un tout petit peu plus haut pour dire on n'est quand même pas des SMICards. Donc en termes d'attractivité, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Le nomadisme, donc ce sont les gens qui aujourd'hui parcourent tout le territoire, les 19 sites, vous avez vu tout à l'heure, donc qui ont des métiers assez spécifiques de maintenance, de robinettier, et qui donc se déplacent de site en site. Donc ils peuvent être, on va dire aujourd'hui, on va dire les lundis à Tricastin, et puis on leur dit mercredi il faut que tu sois à Cattenom. Donc ces personnes aujourd'hui, on leur donne 84 euros par jour pour manger, 5 fruits, 5 légumes parce que c'est bon pour notre santé, et se loger. Alors je vous défie tous, avec 84 euros, de déjeuner le matin, de trouver un logement, de manger 5 fruits, 5 légumes avec 84 euros. Je vous défie. Plus le déplacement du coup? Pardon? Plus le déplacement? Pour les déplacements. Avec la voiture, pas l'essence ou alors la voiture, des fois, c'est des voitures personnelles. Des fois, en fonction des entreprises, ça peut être une voiture de la société. Tout ça, aujourd'hui, est très variable. Très variable. Et dans leur grande bonté, nos patrons ont estimé qu'au bout de 7 jours, ce calendaire, donc cette indemnité de grands déplacés, elle était dégressive. J'estime que on se fait copain avec le boucher, que le gars qui nous héberge, parce qu'on a une bonne tête, on nous fait un prix. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et on a des copains aujourd'hui qui, au bout de 3 mois de déplacement, voient leur calendaire tomber à 54 euros. Alors déjà qu'à 84 c'est difficile, avec 54, et comprenez bien que là aussi, quand on est en déplacement, on n'est pas avec la famille, avec la copine. On est loin des amis, on est loin de la vie associative éventuellement qu'on peut avoir. Donc c'est quand même des sacrifices qui sont faits. Et tout ça aujourd'hui, malheureusement, on estime que c'est pas assez reconnu et récompensé. Donc voilà, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la relation, c'est un contrat commercial avec une obligation de résultat. Donc le donneur d'ordre, il s'en fout de savoir si on est 8, si on est 10, si on est 4. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin de la journée, on aille le voir et qu'on lui dise opération terminée, c'est fait. Alors sur un papier, c'est très facile à écrire tout ça, opération faite. Si on ne regarde plus la qualité du travail qui a été réalisé, ça peut avoir aussi des problèmes et souvent on a des mauvaises surprises. Donc la sous-traitance aujourd'hui, on exploite des installations, c'est-à-dire qu'on nous donne les clés d'une installation et très souvent nous traitons les déchets. Les stations de traitement des déchets sont données à des entreprises, à des salariés d'entreprises extérieures, et c'est eux qui auront la responsabilité donc, de conditionner les déchets au gabarit que va demander par exemple l'ONDRA. Et donc il y a quand même des responsabilités importantes, quoi, parce que ces déchets, si on le fait mal, c'est les générations derrière qui vont reprendre le truc, quoi, le bébé. Donc ça, c'est pas bien acceptable. Donc on exploite des installations. À La Hague aussi, par exemple, une activité hyper délicate, c'est que sur La Hague, il y a beaucoup de piscines. Vous l'avez compris, on reçoit du combustible usé d'EDF,
il faut le stocker dans des piscines avec de l'eau, qui se refroidissent pendant plusieurs années, 4-5 ans en général, et puis après on va pouvoir le traiter. Et donc il faut que l'eau, bien évidemment, ces piscines soient alimentées en eau en permanence. Et donc qu'il y ait des circuits, on va dire, de circulation. Et donc ça, il y a des enjeux très importants en termes de sûreté nucléaire. Et aujourd'hui, ce sont des Veolia, INEO, qui exploitent ces installations, des entreprises extérieures, alors qu'il y a une responsabilité directe en termes de sûreté et de sécurité. Donc là, l'exploitant, là aussi, il se dédouane sur une entreprise en lui disant tiens le bébé, et puis la logistique nucléaire, donc c'est le mot moderne, parce qu'avant ça s'appelait la servitude nucléaire. Servitude. Barbare. Donc nous faisons de la maintenance, de plus en plus d'activités de démantèlement, de déconstruction, et donc de l'assainissement, du nettoyage. En fait, l'assainissement, ça permet par exemple, on va dire, un électricien, un robinettier, un mécanicien, de pouvoir intervenir dans ce local, par exemple, si on a mesuré une contamination, de le nettoyer, de l'assainir, pour que le mécanicien, le robinettier ou l'électricien, il puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc, très souvent, on dit dans ces activités que nous sommes, on met la table, on la débarrasse et on la remet. On peut la remettre. C'est notre métier de faire en sorte que les gens qui travaillent sont dans un environnement, on va dire, sain. Donc c'est pas des petits métiers, c'est vachement important au sein d'une installation nucléaire que ces métiers un peu spécifiques là soient valorisés. Et bien évidemment, on sous-traite la radioprotection. Alors, la radioprotection, ce sont des métiers où les gens ont la responsabilité de surveiller l'impact environnemental, l'impact des rayonnements lumineux sur les hommes, sur les travailleurs. Donc ça devrait être de la responsabilité de l'exploitant, quel qu'il soit. Il n'a pas à se dédouaner à une entreprise extérieure, de lui dire c'est toi qui vas surveiller l'environnement. Parce qu'il y a de la pression. Cette relation, vous l'avez compris, est très perverse. Et sur des enjeux comme ça, de radioprotection, de respect de l'environnement, on a intérêt quand même à ce que les gens aient un minimum, je dirais, de liberté. Une entreprise extérieure, quand elle commence un petit peu à trop revendiquer, le donneur d'ordre lui dit toi tu me casses les pieds pour rester poli, et je vais en prendre un autre. Donc la relation aujourd'hui est très compliquée, et c'est pour ça qu'il faut ça, je pense, avoir à l'esprit. Le suivi médical, donc le suivi médicamentaire, donc réglementaire, là aussi, merci Macron, grâce à sa bonne idée de la loi XXL, aujourd'hui les travailleurs de catégorie A ont une visite tous les ans, il y a 1600, les catégories B c'est tous les 2 ans. C'est au bon vouloir aussi de l'employeur parce qu'il faut aller jusqu'à 5 ans. Donc nous, dans les revendications que nous portons pour l'association, nous voulons que nos copains qui sont catégorie A, ils aient une visite médicale tous les 6 mois, et nous, moi qui suis catégorie B, je voudrais une visite médicale tous les ans. Parce que nos médecins du travail qui nous suivent, elles sont payées par nos employeurs. Et donc, bien sûr, moi quand je vais voir mon docteur, elle me dit oh, Gilles, vous avez pris du poids. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez d'alcool? Est-ce que vous consommez du cannabis? Voilà. J'ai dit docteur, en ce moment, on fait du démantèlement. Il y a de l'amiante, il y a des produits chimiques. Oh, il ne faut pas parler de ça. Donc, en termes de prévention, aujourd'hui, le suivi médical des travailleurs du nucléaire, il est nul. Il est nul. On ne fait pas de la prévention. Et c'est un peu, je dirais, la tendance, on préfère que les gens soient malades et que là, on va les soigner. Au lieu de regarder un petit peu en amont, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement une maladie importante. Oui. Vous parlez aux médecins du travail là, ou aux médecins généralistes Médecins du travail. Ouais, médecins du travail. On a intérêt à faire travailler. Médecins du travail, donc, moi j'ai donc nos médecins du travail aussi, ils sont, on va dire, à proximité de nos agences. Donc on peut avoir un siège, le siège de l'entreprise, qui peut être à Tricastin. Et donc moi j'ai pas mal de copains qui travaillent à Cattenom, qui travaillent sur Fessenheim, et qui donc font la route pour aller voir le médecin. La visite médicale.
Et le médecin du travail, il est censé connaître quand même le travail que vous faites. Il est censé connaître l'installation dans laquelle vous intervenez, et justement dire peut-être, en termes de conditions de travail, en termes d'exposition professionnelle, peut-être que là, il faut faire quelque chose. Et quand il se trouve à 800 km, voire plus. Et donc aujourd'hui, il y a un gros souci aussi avec le problème de la médecine, il manque de docteurs, on manque d'inspecteurs du travail. Enfin voilà, alors que. C'est pas qu'il en manque, c'est que ceux qui sont là, ils sont pas là pour être avec du côté des ouvriers. Voilà, donc ça aussi on En pourrait. général, les études médicales, maintenant, elles sont foutues, on va plus chez le médecin faire les études médicales, c'est le médecin qui vient en entreprise. Voilà. Donc tout ça aussi, ça pourrait être amélioré, je pense, et que ce soit dans tous les autres métiers. Hein. Tous les autres métiers, les gens qui travaillent sur des bases logistiques à bouger des colis, des choses comme ça, ben là aussi, il y a des risques de troubles musculo-squelettiques. Et c'est quand même important pour un médecin de voir un petit peu l'environnement de travail de la personne, de voir le matériel qu'on lui met à disposition, pour éviter qu'à un moment donné, il dise j'ai mal au dos. Et on lui dit, il faut aller passer un scanner, faire des soins, machin. Non. Si on peut éviter tout ça, je trouve que c'est. Ou laisser aussi partir les gens à la retraite en bonne santé, entre guillemets, et qui profitent de leur retraite. Donc les situations accidentelles, ben, c'est les aléas qu'il peut y avoir sur une installation, une fuite, et donc ben, souvent une contamination interne. Et donc là, ben, en fonction des exploitants, il y a deux méthodes sur ODF. Vous avez un système qui s'appelle l'anthropogrammétrie, c'est un petit peu style radiographie quand on va faire une radio pulmonaire. Et donc là, ça va mesurer la radioactivité que vous avez à l'intérieur du corps. Et puis la méthode sur le CEVA et sur Orano, c'est on va faire un prélèvement des urines et des selles. Et on va analyser les urines et les selles. Et ce que nous constatons aussi, c'est que malheureusement, les patrons n'attendent pas les résultats de ces analyses. Ça peut prendre 15 jours, c'est le délai en général pour que le laboratoire puisse envoyer un résultat en disant bon, il n'y a pas de contamination, ou il y en a un petit peu et ça représente tant. Ce que font malheureusement les patrons aujourd'hui, c'est qu'ils disent tu as été contaminé interne, tu as fait pipi, tu as fait caca, ok, moi je suis dans les clous. Par contre, demain tu y retournes. Donc moi je me suis engueulé avec mon responsable, qui était criminel, je dis que voilà, il n'avait pas surexposé quelqu'un dans la mesure où on ne connaissait pas ses résultats. Je trouve ça malhonnête, c'est pas comme. C'est inhumain, voilà. Donc il m'a dit non, mais moi j'ai l'autorisation du médecin du site où les copains travaillent, donc je suis couvert. Chapeau, comment vous faites pour aller dans une glace? Comment vous faites? Et puis quand on a eu le résultat 15 jours après, effectivement, le copain était contaminé interne. Donc tout ça, vous voyez, ça soulève des interrogations. Donc nos expositions professionnelles, donc rayonnement ionisant, parce que c'est la radioactivité, c'est notre quotidien, l'amiante, les produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, des ACD, des agents chimiques et dangereux, et puis les rayonnements neutroniques aussi, quand on est sur ODF, un réacteur en production, ça fait des rayonnements neutroniques. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'on a quand même une panoplie d'expositions professionnelles qui n'est pas anodine et qui mériterait un petit peu plus de prévention que ce que nous voyons aujourd'hui. Des fois, les copains ou moi, je leur dis, les gars, on sert de copains ou quoi? On va attendre voilà, qu'on soit malade pour dire, oui, si on avait su. On peut envisager autrement les métiers et faire de la vraie prévention. Et puis alors la pénibilité, bien évidemment, là aussi, on voit Macron, il y avait 10 critères de pénibilité, ils en ont supprimé 4, il n'en reste plus que 6 donc, et les 4 qui ont été supprimés, c'est les vibrations. Les vibrations, on utilise dans le démantèlement beaucoup de matériel pour découper, des scies circulaires, des scies sabres. Ça fait des vibrations au niveau du poignet, du corps. Tout ça, on supprime. Toutes les positions pénibles, les postures un petit peu pénibles, le port de charge, porter du poids. C'est le quotidien de tous mes copains et mes collègues qui font du démantèlement aujourd'hui. Tout ça, on l'a supprimé.
Parce que ce critère de pénibilité aurait permis, si vous voulez, à ces personnes de dire, bon, ben, tu arrives à 58 ans, 59 ans, hop, tu vas peut-être pouvoir partir maintenant à la retraite et profiter un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, on supprime, et puis surtout, ben, si la personne est malade, ben, on croise des doigts. Donc voilà, moi je viens donc du site du Tricastin. Donc ceux qui vont en direction, on va dire Espagne, en route du soleil, vous passez automatiquement à côté de ce site. Le premier, le plus au nord, c'est le site du Fluas Mace, où sur un aéro réfrigérant, il y a une fresque qui a été dessinée. Et puis 20 km plus bas, c'est le site du Tricastin. Donc le site du Tricastin, il a la particularité d'avoir deux exploitants nucléaires. Donc là, on va dire c'est Orano, ex-Areva. Ici, la centrale nucléaire d'EDF. Donc il y a juste une route, on passe en voiture, qui sépare les deux exploitants. On avait les installations du CEA. Le CEA, donc, c'est le commissariat à l'énergie atomique. C'est eux qui, au début du nucléaire, parce que le nucléaire, on l'a créé on l'a inventé pour faire la bombe nucléaire, dans le premier temps. Donc c'est eux qui ont mis en place un petit peu cette arme. Donc le site du Tricastin, c'est 6000 personnes à peu près qui travaillent au quotidien. En termes d'emploi, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le canal du Nonzère-Mondragon, parce que la centrale de Tricastin, il faut la refroidir, c'est un impératif. Dans un réacteur nucléaire, il faut le refroidir à tout prix, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Et puis donc là, l'autoroute A7, quand vous passez là, donc il y a quoi, il y a 30 km, on va dire, à vous passer. Deux petits trucs en rouge là, donc, qui ont aussi un petit peu été le déclenchement de notre association. Donc en juillet 2008, sur le site de la Socaterie, il y a eu un déversement d'uranium, 74 kg, dans une rivière. Et cette rivière, elle se jetait dans un lac où il y avait des enfants qui faisaient de la planche à voile, des gens qui pêchaient, des gens qui venaient se baigner le week-end. Et en fait, c'est un déversement accidentel, comme ils ont expliqué, et parce que la rétention elle était fluviale. Une rétention, ça parle à tout le monde. Voilà, on va dire, en cas de fuite d'un récipient, on a quelque chose qui va faire en sorte que ça ne va pas se propager ailleurs. Sauf que là, c'était fuyard. Alors c'est un gros problème aujourd'hui au niveau du parc nucléaire français. Tous les exploitants, les rétentions. Donc on a des fuites, des fois c'est de l'huile, c'est du fierkel, des fois du produit chimique. Zut. Parce que quand c'est sorti la rétention, c'est l'environnement et les nappes phréatiques. Donc ça c'était donc juillet 2008. Ici aussi un petit sujet à ça. Un tumulus de terre, donc il doit faire peut-être la hauteur du bâtiment, là, plusieurs centaines de mètres. Et sous ce tumulus de terre, il y a 400 tonnes de déchets qui ont été enfouis. 400 tonnes de déchets militaires enfouis. Donc ces déchets, il va falloir à un moment donné les reprendre, parce que ce sont des fûts métalliques, ça fait quelques années qu'ils y sont, et le fer, avec la pluie et tout ça, ça risque de rouiller, de se percer. Et pareil, il y a des nappes phréatiques là, par ici. Là. Et tous les gens là, qui sont au sud, là, il y a des maraîchers, il y a des gens qui piochent l'eau dans les nappes phréatiques pour arroser leur production. Donc, sur Tricastin, il y a ce sujet des déchets qu'il va falloir traiter. Et ça, c'est les déchets, nous les appelons les déchets exotiques, parce que on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la surprise à chaque fois quand on va les ouvrir. Et vous allez voir, on a des fois de très mauvaises surprises. Une petite remarque en passant. Là, il y a la BCOT, base chaude opérationnelle du Tricastin. Oui. Donc, c'est cette INB, puisque je crois que c'est une INB qui une va INB fermer et qui va se réimplanter donc, à Saint-Dizier. Oui. Donc, c'est la SOCODI. Sachant que la SOCODI, en fait, sera 3 fois le volume, elle traitera 3 fois le volume de la BCOT.
et ne sera pas une INB. Ce qui est assez Ce sera une paradoxal. ICPE. Ça sera INB, simplement c'est une installation nucléaire de base, et une ICPE, installation en conformité pour l'environnement, classé pour la protection de l'environnement. classée pour la protection de l'environnement. Donc si vous voulez, il y a beaucoup moins de contraintes quand on est en ICPE que quand on est en INB. Et dans la mesure où on va traiter, manipuler des produits radioactifs, de l'uranium, il n'y a pas de raison à ce que ce soit une ICPE. Alors là, il va falloir se rapprocher de spécialistes, des juristes concernant le droit environnemental, parce que oui, c'est malheureusement une situation que nous avons. Voilà, on ne voit pas sur la photo, mais on va dire là ici, à la hauteur de ma main, il y a une installation qui s'appelle Techman, honnête. Donc eux, c'est une ICPE, et on traite aujourd'hui tous les déchets amiantés qu'il y avait dans le nucléaire. Donc il y a la radioactivité plus de l'amiante. Et c'est une ICPE, c'est pas une INB. Alors d'ailleurs, ce qui est destiné à Sucodéi, donc à Saint-Dizier, comportera plus d'isotopes radioactifs que n'en comporte actuellement la BCET, et néanmoins ne sera pas considéré comme une installation nucléaire de base. Il y aura du plutonium, par exemple. Il y aura du plutonium. Oui, sur la Sucodéi. Donc vigilance. Ce qui veut dire que bon, on tire les normes effectivement vers le bas. Et aussi, une des particularités de la nuance entre ICPE et INB, c'est que la loi oblige autour des INB d'avoir des commissions locales d'information, des CLI. Et ça aussi, les CLI, ce sont des instances pluridisciplinaires où il y a des associations, il y a les exploitants, il y a des syndicats très souvent. Et puis l'exploitant vient devant les élus, il y a les élus aussi, très important, les élus des communes concernées. Et donc l'exploitant vient, chaque année, 2 fois par an minimum, faire un peu le bilan de son installation, en expliquant les rejets, en expliquant les accidents, les machins. Et donc, vu que c'est des trucs publics, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations. Et puis quand on a d'autres éléments, c'est là aussi on peut les interpeller. Dans les commissions locales d'information, on peut demander un peu plus d'éléments à un exploitant, quel qu'il soit. Alors, il y a aussi des CLI autour des ICPE, mais les contraintes ne sont pas les mêmes. Et entre autres, je pense que tout ce qui est relation de l'entreprise avec l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas la même hauteur. Alors les ICPE, moi, à ma connaissance, c'est la DREAL qui surveille. La DREAL. Ou les DDT. Voilà. Et, les INB, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Nous, c'est vrai qu'on est content de les voir sur les installations. On aime bien aussi quand ils viennent à l'improviste. Parce que prévenir l'exploitant qui vont arriver lundi, là, donc c'est notre quotidien, malheureusement, c'est qu'on met la poussière sur le tapis. Quand on sait qu'ils arrivent le lundi, là, pendant tout le week-end, les copains, là, ils remplissent des containers, ils vont tout cacher au fond d'un parc, et au moins, bravo. Monsieur l'exploitant, votre installation, vraiment, donc là aussi, il y a une mascarade, il y a une hypocrisie, et par contre, quand ils viennent pas à l'improviste, des fois, ils peuvent tomber sur des activités un petit peu qui sont faites à la limite du réglementaire. Et on aimerait surtout, nous, que quand ils viennent à l'improviste, éventuellement, ils sollicitent les élus des entreprises, les CHSCT, pour savoir justement où il y a des activités sensibles, avec des risques, pour que justement ils aillent voir, se faire leur propre avis, et puis que si jamais on n'est pas dans les clous, ils fassent un petit rappel à l'employeur pour lui dire c'est pas comme ça qu'ils doivent travailler. Je ne sais pas au niveau réglementaire ce qui a fait qu'on ait pu déclasser une INB en ICPE, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une banalisation du nucléaire. C'est pas grave. Ça n'est qu'une ICPE comme une porcherie. Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'Europe qui permet ce genre de choses, je ne sais pas, donc j'insiste, rapprochez-vous de juristes, de spécialistes du droit environnemental, parce qu'il y a peut-être bien des failles, des choses à soulever pour justement montrer que voilà, on n'est pas dans les coups. Donc voilà un petit peu le site du Tricastin. Donc ça c'était donc l'accident de Socatrice, c'était donc juillet 2008. Et là,
c'est pour vous expliquer un petit peu ce qui a fait qu'on a créé cette association. Donc juillet, c'est au tout début du mois. Le 23 juillet 2008 aussi, sur le site du Castan, où je travaille à l'époque, je suis le secrétaire du CHSCT d'une entreprise. Et dans le bâtiment réacteur, il y a des alarmes, suspicion de contamination interne. 97 personnes sont orientées vers le service médical EDF pour faire des contrôles anthropogramétriques. Et moi je suis secrétaire donc, du CHSCT, on m'appelle, on dit Gilles, l'hôpital médical, les copains ils sont là-bas, on évacue le bâtiment réacteur. Je dis oh là là. Je vais au service médical, quand on me voit arriver, on me dit oh papa, les entreprises extérieures, là, calmez-vous, les délégués. Je viens voir mes collègues. J'avais 11 collègues qui étaient dans le service médical pour savoir s'ils étaient contaminés ou pas. Sur les 11 collègues, il y avait 4 salariés précaires, 4 jeunes femmes, moins de 25 ans, en intérim et en CDD. Et puis, ils sortaient à tour de rôle de leur examen, puis je leur disais alors, inférieur au seuil de détection. Inférieur au seuil de détection. Puis je voyais au visage, dès que je le voyais sortir, je comprenais si c'était inférieur au seuil ou supérieur au seuil. Et puis malheureusement, ces 4 jeunes femmes-là étaient supérieures au seuil de détection. Elles étaient contaminées internes. Donc travailleurs précaires, des femmes jeunes qui n'avaient pas encore eu d'enfants. Et donc elles venaient vers moi en tant que secrétaire du CHSCT et puis me questionnaient, Gilles, qu'est-ce qui va se passer si j'ai des enfants par la suite? Et moi je ne suis pas docteur, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux faire en tant que secrétaire et militant, syndicaliste, je vais aller voir le patron, parce que vous devez finir votre contrat, on était donc au mois de juillet, vous devez finir en septembre, je vais lui demander parce que ce qui vous embauche. On vous garde avec nous, on vous garde. Il ne va pas vous lâcher dans la nature à la fin du contrat, parce que c'est ce qu'il voulait faire. À la fin du contrat, il relâchait ces 4 jeunes femmes et ni vu ni connu. Donc il a fallu se bagarrer, c'était une relation très conflictuelle, employer des mots des fois un peu forts, de le traiter de maquignon, de le traiter de négrier, enfin, voilà, pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas à se comporter comme ça vis-à-vis de personne. Donc il est même allé jusqu'à me dire, mais vous vous rendez compte, si on embauche ces 4 personnes qui sont contaminées internes, la prochaine fois qu'on va avoir des travailleurs précaires, ils vont se contaminer volontairement. Ça bouillonne là-dedans. Ça bouillonne. Donc je dis, moi, je ne sais pas ce qu'ils vous feront les autres. Je dis, en tout cas, pour ces 4 personnes, vous n'avez pas le choix. Vous leur proposez un contrat, vous les fidélisez, sinon, on prévient la presse. Voilà, moi, j'étais prêt à monter vraiment au créneau. Et donc, on a réussi, au bout de quelques mois, je dirais, parce que ça a été un petit peu long, mais à les garder avec nous. Aujourd'hui, ils sont toujours en activité. Je ne sais pas, je les ai perdus de vue parce que beaucoup sont partis dans d'autres sociétés, d'autres entreprises. Mais voilà, c'est un événement aussi qui m'a marqué. J'espère que vous comprenez. Toujours la même année, septembre 2008, on est en arrêt tranche, on soulève l'élément interne supérieur. Donc là, il y a un copain qui est à l'intérieur du pont polaire. On soulève cet élément interne supérieur. Ça, ce sont les assemblages combustibles. Et donc, ça, c'est ce qui permet de caler les assemblages. Et au moment où on le lève, on s'aperçoit qu'il y a 2 assemblages qui sont suspendus et on ne sait pas qu'est-ce qui les retient. Donc, en fait, on soulève juste là le couvercle le IS, pardon. Et on se rend compte qu'il y a ces 2 assemblages, on arrête tout, parce que c'est pas normal. Normalement, la pièce, elle doit venir toute seule. Et les assemblages, ils restent à l'intérieur de la cuve. Parce que, qu'est-ce qui faisait que ces assemblages étaient suspendus comme ça? Qu'est-ce qui les retenait? On ne savait pas. Et donc, dans la mesure où ils étaient suspendus, ils pouvaient tomber à tout moment. Donc, branle-bas de combat sur le site du Castan. On était, on va dire, en plan, je ne sais pas comment dire, un plan hors sec. C'était une première mondiale. Une première mondiale. On avait eu par le passé un assemblage suspendu, mais là, 2, c'était la première fois.
Donc, les ingénieurs d'EDF, l'ASN, tout le monde est au courant, ils font des visioconférences, machin. Et puis à un moment donné, on dit, il va falloir quand même rentrer dans ce bâtiment réacteur. Il va falloir qu'on aille sécuriser ces assemblages, s'assurer qu'ils ne vont pas tomber. Et donc, comme nous, on travaille là-bas, la société, mon entreprise, elle travaille là-bas, le patron, il lève le doigt, il dit, non, on y va. Je vais les envoyer, moi, mes lascars. Et donc, on trouve 10 volontaires pour y aller. Donc, 10 travailleurs aussi, CDI, hein, pas les travailleurs intérimaires ou en CDD. Et donc, les copains, leur mission, c'était de positionner deux plaques métalliques au niveau des assemblages. Après, avec un système un petit peu comme les pompiers, vous savez, quand il y a quelqu'un qui est incarcéré dans un véhicule, on a des pinces qui écartent pour désincarcérer. Et donc, l'idée, c'était de se mettre au niveau de l'assemblage combustible, le libérer, et les 2 barres qu'on avait mis au niveau de la cuve faisaient en sorte que l'assemblage ne tombe pas dans la cuve. Parce que le pire scénario, j'étais secrétaire de CHSCT, n'oubliez pas. Je pose la question à Dave, j'ai dit, c'est quoi le scénario catastrophe là? Ah, le scénario catastrophe, il est simple, c'est que l'assemblage il tombe, rupture de gaine, une bulle se forme, elle arrive, ça c'est de l'eau qu'il y a dans la piscine, elle arrive en haut, là, au niveau de l'eau, elle se diffuse dans le bâtiment réacteur, donc tout un tas de cochonneries, de krypton, tout un tas de radioéléments hyper nocifs, et puis le mec de la sécurité, de la radioprotection, dit les gens qui sont là, ils prennent les 20 millisieverts en 3 minutes. Les 20 millisieverts en 1 an, ils les prennent là en 3 minutes. Ah ouais, effectivement, c'est pas une mince affaire, quoi. Alors je dis, et quel est l'appareil? Qu'est-ce qu'on met en place pour justement protéger que les gens se retrouvent éventuellement contaminés internes, puisque ça va se propager dans le bâtiment réacteur, il faut vite qu'on se protège de corps respiratoire. Donc l'ingénieur d'EDF me dit, on va les équiper d'un appareil respiratoire isolant. C'est ce qu'utilisent les pompiers quand ils interviennent sur des feux. Vous savez, c'est des masques avec de l'oxygène ou une bouteille dans l'eau, très souvent, pour justement pouvoir respirer de l'air sain. J'ai dit, bon, d'accord. Donc moi, dans la mesure où mes copains, 10 collègues étaient volontaires pour y aller sur cette opération, qui était une première mondiale, j'ai dit, bon, ok les gars, j'ai dit, par contre, toi, tu sais utiliser un ARI, un appareil respiratoire isolant, tu sais que ça peut te sauver la vie quand même. Oui, j'ai déjà utilisé, j'y t'inquiète pas. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, tiens, regarde là, j'ai dit, vas-y, montre-moi comment tu fais. Et bien, sur les 10, il y en avait deux qui savaient l'utiliser. Les 8 autres, ils partaient avec le robinet ici. Alors qu'il faut partir avec le robinet pour ouvrir la bouteille d'oxygène. Donc, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, avant qu'ils interviennent, vous leur faites une sensibilisation, une formation, parce que vous les envoyez au casse-pipe. J'ai dit, on va arrêter un peu les... Donc, ça a été encore une fois de plus une relation très conflictuelle avec mon employeur. Et puis finalement, on a réussi à sécuriser ces 2 assemblages. Et pendant 7 semaines, on est resté avec cette épée de Damoclès sur la tête. Parce que là aussi, ça ne paraît pas sur le dessin, mais l'assemblage tombe, le krypton, tous les gaz hyper nocifs se dégagent dans le bâtiment réacteur. Ici, il y a un filtre à sable. Sur tous les réacteurs nucléaires, il y a un filtre à sable pour éviter justement que ça monte en pression et que ça explose. Comme le filtre de la haute dans la cuisine, une fois qu'il est saturé. Les particules elles passent. Et puis là, une fois que les particules elles passent, on est vraiment dans l'environnement, la population, les écoles, les hôpitaux, les maternités, moi. Voilà. Donc ça a été aussi un événement assez marquant. Et puis, là, on est au mois de novembre 2008, pareil, sur Fluas, le site un petit peu plus haut dans l'Ardèche. Des copains travaillent pour une entreprise, ils perdent le marché au 1er janvier 2009. Et puis, il y a 9 de mes collègues qui sont syndicalistes, qui sont délégués du personnel. Et l'entreprise qui reprend l'activité, elle dit, vous, je ne vous veux pas. Je ne vous veux pas. Et les copains, qu'est-ce qu'ils font?
comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont besoin de travailler, hein, parce que voilà, ils se mettent en grève de la faim. Donc on est en 2008, et pendant 9 jours, ils se mettent en grève de la faim sur le site de Cruas, donc ils mettent leur vie en danger. Hein. Et puis, bien sûr, on essaye de faire entendre ça à la presse, un peu les politiques au niveau de la région. Et puis, à notre grande surprise, au bout du 9e jour, c'est la population, les riverains de Cruas, qui ont tous convergé sur le site nucléaire de Cruas Maïs, pour interpeller le directeur du CNPE, donc de la centrale nucléaire, pour dire ces personnes-là, ces 9 personnes-là, vous ne les laissez pas sans emploi. L'entreprise qui reprend l'activité, elle reprend tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont syndicalistes, c'est pas des gens, c'est pas des pestiférés, quoi. Et donc c'est grâce à cette mobilisation, si vous voulez, des citoyens, de la population, que ces personnes ont pu garder leur emploi. Et ça a inspiré un film qui s'appelle donc RS Nucléaire, et c'est de Alain de Halleux, c'est un cinématographe belge. Donc c'est sur YouTube, hein, enfin, vous trouvez facilement les vidéos. Donc ça c'est un générateur de vapeur, c'est le 31 mars 2016. Le 1er avril, je reçois une photo sur mon téléphone, cette photo. Et puis je reconnais un générateur de vapeur, et puis les copains me disent patatras, le GV est tombé. Je dis putain, 1er avril, je dis chapeau les gars, Photoshop là, vous êtes vraiment de la laisse. Et puis, texto, le collègue il me dit non, Gilles, le truc il est tombé. Le truc là, le générateur de vapeur, ça fait 22 mètres de hauteur, 480 tonnes. 480 tonnes. Donc c'était le site de Paluel. On est en pleine opération grand carénage. On a sorti déjà 2 générateurs de vapeur usés, parce que sur la centrale de Paluel, il y en a 4 par tranche. Ce sont les 1300 MW. Et lors des 2 opérations précédentes, il y a eu des alertes. Les CHSCT, les salariés qui étaient présents, ils disaient ça serait bien qu'on s'arrête là. Il y a des bruits anormaux, le truc là il bouge un petit peu trop, il faudrait qu'on s'arrête. Donc on fait remonter les gens sur le site, il faut remonter ça à la direction d'EDF. La direction d'EDF, go, go, go. C'est le grand carénage, c'est la vitrine, il faut réussir du premier coup. Donc les 2 premiers, on arrive à les sortir, on est que mal. Et puis le 3e, ils n'êtes pas patatras. Il tombe. Alors heureusement, il n'y a personne sous ce truc, hein, vous imaginez 480 tonnes. Au-dessous. Là, ici, en dessous, c'est la cuve du réacteur. Alors elle est vide, le combustible, on l'a évacué. Voilà. Et là, j'ai trouvé une image où on voit voilà, un générateur de vapeur voilà, qui sort ou qui rentre, je ne sais plus exactement. On voit un petit peu là des personnes qui sont autour pour voir un petit peu la dimension du truc. Et donc, ce générateur de vapeur, il est tombé, ça a duré X temps. Et ce qui a été intéressant, c'est que le CHSCT de EDF Paluel a demandé une expertise. Ils ont fait appel à un cabinet d'experts. Et ce cabinet d'experts, il a rendu un rapport qui est brûlant sur l'organisation qui a été mise en place sur ce chantier. C'est-à-dire une cascade de sous-traitants, des agents EDF qui sont là censés surveiller, voir un petit peu le déroulement des activités, qui se posent eux-mêmes la question à quoi ils servent. Voilà. Donc ça fait désordre, si vous permettez. Ça fait désordre. Donc cette organisation est complètement désorganisée et on se retrouve avec des incidents comme celui-là. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de rejet au niveau de l'environnement, jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Le site donc, du Tricastin où je travaille, c'est une installation toute neuve qui s'appelle Comurex 2. Et la partie là, comme vous voyez, arrachée, en fait, c'est le bardage. Le bardage, c'est un habillage en tôle que l'on met à l'extérieur du bâtiment avec de l'isolation entre de la laine de verre, très souvent. Et donc, dans le sud, chez nous, dans la Drôme, il y a beaucoup de Mistral. Alors, quand il y a du Mistral, c'est vrai qu'il ne peut pas. C'est des jours pour faire de la planche à voile en général. Mais ce bardage, il s'est arraché. Donc, quand ça s'est passé, c'était au mois de juillet l'an dernier, à la commission locale d'information de Tricastin, à laquelle je représente l'association,
j'ai demandé au directeur du site de Carat, j'ai dit alors, comment ça se fait que le truc qui s'est arraché là, qui c'est qui a fait le travail? Est-ce que c'est des travailleurs détachés? Qui c'est qui a surveillé les activités? Comment il se fait que on ne prend pas en compte un vent violent du Mistral à plus de 100 km/h dans un endroit où c'est avéré que des fois il peut être plus puissant. Et puis là, il est mal à l'aise pour répondre, parce que oui, ce sont les travailleurs détachés qui ont fait les interventions, et surtout c'est qu'ils n'ont pas mis le nombre de vis qu'il fallait. Donc là, on voit qu'en termes de surveillance de l'activité, c'est pas bon. Et donc il a fallu refaire le travail, et encore ça coûte de l'argent et tout ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé des déchets. Donc septembre 2018, c'est pas très vieux. Des copains qui sont sur le site de Narbonne, ils doivent reconditionner des déchets qui datent des années 1980. Dans ces fûts, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et puis ils ouvrent un fût et donc il y a une explosion. Donc 2 de mes collègues se retrouvent aujourd'hui brûlés. Donc moi ça me gêne cette situation parce que c'est surtout ici nucléaire, malheureusement, les exploitants ont fait un peu n'importe quoi par le passé. Et aujourd'hui, nous, on doit reprendre un petit peu les boulettes qui ont été faites, ces déchets exotiques, les traiter, et par contre, on nous envoie très souvent avec le minimum de protection. Alors là, pareil, en termes de prévention, on n'est pas bon, j'estime, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver là, quand on envoie un refus. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, quand on fait ce type d'activité dans mon entreprise, je dis à mon directeur, à ma société, je dis, on protège les gens qui vont intervenir. On leur met une belle protection pour éviter justement les mauvaises surprises. Mais tout ça, c'est un coût, vous comprenez, et donc ça ne se fait pas automatiquement. Et ça, ce sont des activités qui sont très, très fréquentes, et il y en aura de plus en plus. Les 400 tonnes de déchets à tout instant, c'est un petit peu les mêmes problèmes qu'on risque d'avoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une enquête? Alors oui. Alors il y a le procureur qui a été saisi. Il y a les salariés, j'ai appris la semaine dernière qu'il y a un des salariés qui a déposé une plainte contre l'exploitant nucléaire, donc Orano. Comprenez aussi que quand des salariés se mettent, attaquent un donneur d'ordre, c'est Satanas. Tu vas me faire perdre mon activité. Tu vas me faire perdre le business. Voilà comment aujourd'hui le patronat réagit à ces situations. Sauf que moi j'estime que le salarié, c'est son rôle le plus absolu d'estimer qu'on l'a mis en danger délibérément et que voilà, il aurait pu laisser la vie. Et personne ici, quand on va au travail, et n'importe où ailleurs, on ne va pas au travail pour perdre notre vie. On y va pour la gagner et pas pour se retrouver avec des problèmes d'explosion ou des problèmes de santé par la suite. Voilà, l'EPR et la cuve de cristal. L'EPR, Flamanville, vous avez dû entendre parler des falsifications de documents aux forges du Creusot. Nous, aujourd'hui, on a 1775 anomalies, donc 1775 matériaux qui présentent des anomalies, qui risquent de casser. Leur teneur en carbone, elle est pas bonne. Et on a falsifié les documents. Donc c'est quand même là aussi grave. Donc là, c'est l'ASN qui s'est saisi de ce sujet, parce que installer du matériel qui n'est pas conforme sur l'installation nucléaire, on le fasse dans une usine à nougat, une usine à caramel, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas dans le nucléaire, quoi. Il y a des exigences, on les respecte, point barre. Et une réglementation, on l'applique. On n'est pas là pour truquer les chiffres, pour faire en sorte que je vends, j'installe, et nous faire éventuellement courir en risque. La moyenne donc de 53 irrégularités par réacteur, les 58 réacteurs français aujourd'hui, eh ben, ils ont en moyenne 53 irrégularités.
Et le pompon revient au cycle de budget, le budget 3, la tranche 3, où celui-ci il a 94 irrégularités. Donc, connaissant ces problèmes matériaux, plus un peu la situation du travailleur, je pense qu'il faut vite qu'on tire le frein à main, qu'on se mette autour d'une table, calmement, et qu'on trouve le bon équilibre à tout ça. Parce que là, aujourd'hui, la situation devient préoccupante. Pour nous, les travailleurs, et pour vous aussi, à un moment donné. Donc, suite à l'accident de Fukushima, l'ASN a créé un comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains, le COFSO. En fait, c'était le gouvernement Sarkozy, Fillon, Premier ministre, Éric Besson, le maire de ma commune, était ministre de l'Industrie. L'accident de Fukushima a marqué les esprits, c'est clair. Et ils ont dit qu'il faut qu'on aille sur le parc nucléaire pour s'assurer que la digue est assez haute, que si la pompe elle ne fonctionne pas, on en a une autre qui va fonctionner, que le tuyau est assez long si on doit alimenter là-bas. Et donc ils ont fait un peu le tour du parc. Et nous, quand on a su qu'ils venaient sur le site de Cuas, où à l'époque, moi je travaillais, on l'a su la veille, on a dit, on s'est vite téléphoné, et on a dit devant les blocs. Demain, quand ils arrivent, ils ne rentrent pas sur le site. L'inspecteur, quel qu'il soit, il ne rentre pas. Et donc, le matin, à 5h du matin, on était sur le site, on montait un peu des barricades, entre guillemets. Et puis, quand les inspecteurs sont arrivés, on a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? On a dit, ben oui, vous faites une inspection, vous venez regarder le matériel, et nous, les travailleurs, dedans, quel rôle on joue? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, éventuellement, ben, s'il y a un incident, ben, minimiser l'impact? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis là, ils nous ont regardé, ils ont dit, mais c'est vrai, on a oublié les travailleurs. On a oublié qu'il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient. Donc c'est à partir de là qu'ils ont créé plusieurs groupes de travail. Donc le GTA qui a réfléchi à voir comment aujourd'hui était organisé le travail, comment les gens intervenaient, dans quelles conditions. Tout ça, c'est consultable sur le site de l'ASN, les facteurs sociaux. Peut-être que parmi vous, beaucoup ont connu les FOH, facteurs organisationnels humains. On parlait très souvent de ça il y a quelques temps. Et le mot social, les facteurs sociaux, pour nous aujourd'hui, prennent toute leur importance quand je vous explique ce rapport que nous avons avec le marché. Voilà, il faut satisfaire les besoins du marché, satisfaire nos clients. Et bon, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc ça c'est pour le GTA. Le GTB, donc bien évidemment, c'était tout ce qui était juridique, quelle relation client, prestataire de service, qu'est-ce que dit la réglementation. GTC sur la gestion des situations de crise. Là aussi on a dit, au nom de l'association, moi j'ai participé quelquefois à ces discussions pour dire